Bonjour à tous, je suis Olivier Le Prêtre et je vous souhaite la bienvenue sur Up Rugby. Je vais me présenter en deux mots, je suis préparateur mental, je suis notamment le préparateur mental du Stade Toulousain depuis une quinzaine d'années. Bien ou bien, désolé de te couper Olivier, mais avant de te présenter, je vais quand même faire l'intro de ma vidéo. Gagner une Coupe du Monde, c'est le Graal, c'est l'apogée d'une carrière que seuls certains élus d'une discipline atteignent. À force d'entraînement, de rigueur, de victoire, de défaite, d'émotion, de chance, une équipe soulèvera le trophée Webb Ellis le 28 octobre prochain au Stade de France. Le rugby français va bien et il prépare cette échéance depuis 4 ans, depuis l'élimination en quart de finale lors de la dernière Coupe du Monde. Depuis la création du tournoi en 1987, la France n'a jamais manqué les phases finales. En 9 éditions, la France est allée 3 fois en finale, avec 2 défaites contre les Blacks. Avec cet adversaire qu'on va retrouver en match d'ouverture et on l'espère en finale. Mais attends, j'étais pas réveillé ou quoi? J'ai oublié le plus important. Je vous présente mon nouveau partenaire, Oli. Oli, c'est quoi? C'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes. Allez, je te vois venir, tu vas me dire, boissons énergisantes. C'est plein de taurine, de sucre et de colorant. Bah non, justement. Oli, c'est beaucoup plus sain. Pas de sucre, pas d'aspartame. Pas de sucre? Tu me prends pour un lapin de 6 semaines. Je prépare l'été là. Check ça, il n'y a pas de secret sur la composition du produit par rapport à d'autres marques. On sait ce qu'il y a dedans. Pour 500 ml, t'as 19,7 kcal alors que dans d'autres boissons, t'es plutôt aux alentours de 200. Pas de taurine, un arôme et des colorants naturels. Et c'est plus écologique que les autres boissons en canette. Normal, avec Oli, il n'y a pas de canette. C'est éco-responsable. Tu reçois ton paquet, une cuillère et une gourde. Fini les canettes et les bouteilles en plastique que tu jettes. T'es sérieux là? On fait comment alors? Tu ouvres ton paquet, tu prends ta cuillère pour doser. Tu mets dans la gourde, tu secoues énergétiquement et allez hop, c'est parti. Et franchement, moi je vous avoue, j'ai bien kiffé la petite gourde ici. 50 centilitres de bonheur sans te défoncer la santé avec des produits dans lesquels tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et moi, mon préféré, c'est celui à la mangue. Si le concept te plaît, clique sur le lien en description et tu profites de 10% de réduction ou de 5 € sur ta première commande avec mon code promo. Tous les détails sont importants lors d'une échéance comme ça. Les staffs, ils essaient de maîtriser tous les paramètres qui sont maîtrisables. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Évidemment que tu peux pas tout maîtriser. Une chose est certaine, c'est que le tableau de la Coupe du Monde, il est établi. La France est dans la poule A avec la Namibie, l'Italie, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. Pour passer les phases de poule, faut terminer premier ou deuxième. Si on passe, le quart de finale, s'il n'y a pas de surprise, normalement il se jouera contre le premier ou le deuxième de la poule B, c'est-à-dire que ça serait potentiellement l'Afrique du Sud ou l'Irlande. Ça veut dire qu'en quart de finale de la Coupe du Monde, on a les 4 premières nations mondiales qui vont s'affronter et s'éliminer. Ça fait bizarre quand même. Je trouve ça même vraiment très dommageable parce que ça veut dire que tu pourras pas avoir les 4 meilleures équipes en demi-finale de la Coupe du Monde. Et ça, c'est dû au fait que World Rugby, ils établissent le tableau de la Coupe du Monde 3 ans avant la Coupe du Monde, donc ça veut dire que le classement IRD à cette époque-là voulait que les premières nations n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Sauf que depuis 2020, la France et l'Irlande, elles ont haussé le niveau et ils se retrouvent aux 2 premières places mondiales. Pour rappel, en 2020, la France était 4e nation mondiale et l'Irlande 5e nation mondiale. Après, l'Irlande, ils ont eu la chance de jouer énormément contre les Blacks et donc forcément quand tu bats beaucoup les Blacks tu remontes facilement au classement IRB. C'est pour ça qu'on est 2e. On aura donc parmi la France, l'Irlande, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande 2 équipes qui vont sauter au premier tour. Dans l'autre partie du tableau, si tu termines premier de la poule C avec l'Australie, les Fidji, la Géorgie, le Portugal et le Pays de Galles, tu joueras contre le 2e de la poule B avec l'Argentine et l'Angleterre. Je dis pas que c'est une partie de plaisir mais ça paraît quand même plus simple sur le papier. Pour m'accompagner dans cette vidéo, je remercie Olivier Le Prêtre qui est préparateur mental donc au Stade Toulousain. Mais pas que, il s'occupe aussi beaucoup de sportifs et de sportifs en réathlétisation. Donc c'est sa spécialité. Je vais vous mettre dans la description son lien si vous voulez le contacter. Pour tous les sportifs qui veulent progresser dans leur pratique et devenir de plus en plus performants. Au bout d'un moment, la préparation mentale, c'est un outil qui est vraiment indispensable si vous voulez performer. Mais le mieux quand même, c'est qu'il puisse se présenter.
Je vais me présenter en 2 mots, je suis préparateur mental, je suis notamment le préparateur mental du Stade Toulousain depuis une quinzaine d'années. J'accompagne également de nombreux sportifs de haut niveau, que ce soit des sportifs qui sont en quête de qualification ou qui se préparent pour les prochaines Olympiades, mais également de sportifs dans de nombreux sports. Je fais également de la formation, j'ai développé ma propre structure de formation qui s'appelle l'Académie de préparation mentale appliquée, comme par exemple l'accompagnement mental du sportif blessé, dont je me suis spécialisé dans cette thématique-là, puisque j'ai développé de nombreux outils et tout un protocole. Et puis la prépa mentale appliquée, intégrée au terrain également. Comment on intègre la préparation mentale dans un entraînement, comment on fait de la préparation mentale sur le terrain. Tout ça sont des thématiques que je propose dans mes formations aujourd'hui. Alors la France, elle est capable de gagner la Coupe du Monde ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on va surtout aborder tous les paramètres mentaux, du coup, vu qu'on a un expert sur le sujet. Mais avant de commencer, si t'es pas abonné, je te conseille de le faire tout de suite, parce que là, il y a les vidéos qui vont s'enchaîner avec la Coupe du Monde qui arrive. Ça y est, on bascule dans le grand bain. Le premier élément qui m'est immédiatement venu à l'esprit est la localisation de la Coupe du Monde, évidemment. C'est chez nous, en France. Pourquoi est-ce un élément important? Si tu as déjà pris l'avion pour te rendre dans un autre pays et que tu y as passé un peu de temps, la culture est différente, la nourriture, les gens, l'ambiance. C'est très enrichissant, mais ce n'est pas pareil que dans son pays. Il y a un moment d'acclimatation et on ne s'acclimate jamais réellement, sauf si on y passe beaucoup de temps. Chaque nation essaie donc de rester dans sa bulle. C'est pour cette raison qu'ils ont des camps d'entraînement, de manière à donner des habitudes, une routine pour les joueurs. L'objectif est de perturber le moins possible les joueurs. J'aurais aimé dire que c'est un avantage de recevoir la Coupe du Monde. Alors j'ai regardé quelle nation avait reçu et gagné la Coupe du Monde. Mais on s'aperçoit que le pays organisateur n'est pas toujours le vainqueur. L'équipe gagnante a joué à domicile dans 3 des 9 Coupes du Monde qui ont eu lieu. J'aurais aimé dire qu'au rugby c'est normal, la notion de domicile extérieur n'existe pas trop, mais c'est faux. On le voit dans les matchs internationaux. Les équipes qui se déplacent gagnent moins souvent que celles qui jouent à domicile. Mais sur un tournoi, toutes les équipes ont leur camp d'entraînement et s'acclimatent. Alors tu parles de cette dichotomie entre jouer à l'extérieur et jouer à domicile. Ça se vérifie dans les statistiques, notamment sur un championnat, et on voit qu'il est plus difficile de gagner à l'extérieur que de gagner à domicile. Mais je pense que ce qui rentre dans l'inconscient collectif concernant la difficulté d'aller gagner à l'extérieur s'appuie sur, certes, une part de réalité. Il y a un déplacement, il y a de la fatigue, on manque de repères, on connaît le stade mais on ne le connaît pas comme le nôtre, le stade ou le gymnase, etc. On manque de repères techniques par rapport à la taille du terrain, par rapport à la façon dont le vent s'engouffre dans le terrain, etc. Mais au-delà de tous ces éléments-là, auxquels à haut niveau on doit savoir s'adapter, il y a une part, je le dis, je le répète, d'inconscient qui ne devrait pas être présente. Concernant le contexte Coupe du Monde, c'est un peu différent. Les équipes qui vont venir en France vont certes avoir besoin de s'acclimater un petit peu, justement au climat, mais on va constituer autour d'eux, tu l'as très bien dit, des camps d'entraînement, des espèces de bulles, de lieux de vie finalement, dans lesquels tout sera fait pour s'y sentir bien et pour s'y sentir chez soi. Donc ce problème d'acclimatation, il va être à très court terme. Et au final, ce ne sera pas forcément un désavantage que de jouer dans un autre endroit que dans son pays. L'avantage et l'inconvénient de jouer en France sera le public. L'avantage, car les Bleus, de par leur travail, ainsi que le travail de la fédération en termes de communication, ont réussi à gagner le cœur des Français. Les gens se mettent à aimer le rugby. Pour information, les 5 dernières rencontres du 15 de France ont eu une audience moyenne de 6,2 millions de téléspectateurs, avec un pic à 9,2 millions pour le crunch entre l'Angleterre et la France. C'est la meilleure audience, tout programme confondu, de la chaîne. Faisons un petit calcul rapide. Nous sommes 67 millions de personnes en France. Il y a eu 1 personne sur 7 en France qui s'est retrouvée devant la télévision pour regarder nos Bleus face à l'Angleterre. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a plein de fans de rugby et une partie qui me regarde sans être abonné. C'est pas bien. Alors allez-y mes petits cochons et on s'abonne si vous voulez faire grandir la chaîne. Pour la France, jouer à domicile va aider sur plusieurs points. Le premier point est la connaissance des stades. Tous nos internationaux jouent en France. Ils foulent les pelouses du top 14 toutes les semaines. Ils sont familiers avec les stades, la taille des terrains, la prise du vent à l'intérieur de l'arène, les vestiaires. Ils ne découvrent pas des stades dans lesquels ils n'ont jamais joué et qu'ils ne reverront jamais. Connaître le terrain sur lequel on joue au rugby, je pense que c'est comme les coins à la pêche. Quand on est familier, on a ses habitudes, ses souvenirs. La plupart des internationaux français ont de bons souvenirs sur les pelouses de top 14. Ils gagnent des titres, ils gagnent des matchs, jouent des phases finales,
Avec le 15 de France, il gagne. Et je pense que cet aspect dans le conditionnement mental des joueurs est important. Tu associes un lieu à une expérience positive. Désolé pour les amis clermontois, mais si tu associes les stades à des expériences négatives, je pense que le conditionnement négatif des joueurs est important. Les Clermontois ont perdu 13 de leurs 14 finales et c'est difficile de s'en remettre. C'est comme un nageur aux Jeux Olympiques. Sur son virage en brasse, il doit effectuer un virage culbute. Il en a fait toute sa vie. Puis le jour des éliminatoires des JO, il rate son virage culbute. Son pied glisse et il ne prend pas d'impulsion. L'athlète, il va être traumatisé mentalement. À chaque fois qu'il va aller en compétition, avant de plonger, il repensera à cette expérience négative qu'il a vécue. Les joueurs de l'équipe de France n'ont pas ça. Alors tu parles d'un avantage qui est clair, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que nos Bleus connaissent les stades dans lesquels ils vont jouer. Alors c'est pas forcément leur stade de club, mais ils connaissent ces stades-là. C'est un avantage par rapport aux autres pays, quand bien même certains des joueurs étrangers jouent dans notre championnat, donc eux aussi connaissent ces stades-là. Et tu parles du conditionnement, de l'ancrage qu'ils ont, parce qu'ils ont des bons souvenirs dans ces stades-là. Alors oui, c'est bien. C'est très bien d'avoir des bons souvenirs dans les stades, mais même les joueurs et les équipes qui gagnent en club et qui se retrouvent en équipe de France ont aussi certains mauvais souvenirs dans les stades, et tous n'ont pas que des bons souvenirs, parce que certains ont perdu des matchs, des finales. Donc cet ancrage a ses limites, mais c'est pas un problème en soi, parce que pour moi, le lien qu'il y a avec un stade, qu'il soit positif ou négatif, qu'il soit ancré positivement ou ancré négativement, n'est pas un problème, parce que quand on est dans l'équipe de France, on écrit une autre histoire. On est dans un nouveau contexte. Alors, et ce qui s'est passé en club n'a pas vraiment d'incidence, ou en a trop peu pour que ce soit impactant sur ma façon d'aborder mon match ce jour-là avec le 15 de France. Si j'ai gagné dans ce stade, c'est mieux, mais si j'ai perdu, c'est pas très grave, parce que j'écris une histoire avec le 15 de France. C'est pas mon histoire avec mon club. Ce sont deux choses différentes. Et notre cerveau sait très bien dissocier les deux. Le second point avec le public, ça va être la ferveur populaire. L'ambiance dans les rues, dans les stades, partout où ils iront. Je ne connais pas le programme précis du 15 de France, mais à mon avis, ils vont rester dans leur bulle en tentant d'en faire abstraction. Faire un tournoi est quelque chose de fabuleusement riche. Une expérience extraordinaire durant laquelle tu vis avec un groupe pendant des semaines, des mois. Ils vont sentir l'effervescence et ils devront en faire abstraction pour rester concentrés. Tu parles de faire abstraction. Faire abstraction de cette ferveur populaire pour rester concentré. Ben, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il ne va pas falloir faire abstraction. Ça ne marche pas de faire abstraction. On ne va pas mentir à notre cerveau en lui disant il n'y a rien, il ne se passe rien à l'extérieur. On ne va pas couper du monde les joueurs de l'équipe de France parce qu'ils sauront qu'il y a une ferveur. Ils le sauront, ils le verront, ils le sentiront. Donc ça, ce sont des choses qui vont s'anticiper. Et si on ne fait pas abstraction, qu'est-ce qu'il faut faire alors? La lucidité. Première étape. Il faut être lucide de ce qui se passe. Il faut être lucide en amont de ce qui va vous attendre. La deuxième étape, c'est arriver à accepter cette ferveur. Arriver à mieux faire avec. C'est ce qui va permettre, ces deux étapes-là, en être conscient, ne pas se mentir, accepter que ce soit là et faire avec, pour mieux se reconcentrer sur ce qu'on a à faire, individuellement et collectivement. En fait, on ne se met pas des œillères en disant non, il n'y a pas de ferveur, non, il n'y a pas de pression, non, il n'y a pas d'attente. Elles sont bien là. Ça fait partie du jeu. Ok, on les accepte et peut-être même qu'on aime ça. Et maintenant, on peut plus facilement se reconcentrer sur ce qu'on a à faire. Je vous donne un exemple. Je vais décontextualiser ces trois principes sur un travail que j'ai pu faire avec des buteurs, et pour ne pas le citer, Thomas Ramos. Un buteur, tel que Thomas Ramos, doit être lucide que sur une pénalité ayant un peu plus d'enjeu, il a un peu plus d'anxiété, que son cœur s'emballe un petit peu, qu'il a des pensées qui l'amènent à se projeter sur la réussite et les émotions que ça va engendrer, ou sur le ratage, si je puis dire comme ça, de cette pénalité et les conséquences pour son équipe. Il doit être lucide de ça, il doit être conscient de ça, il doit surtout pas faire abstraction et se dire pas de problème, je gère, je suis pas stressé, elle est pas si importante que ça, c'est une pénalité comme les autres, j'en ai passé des dizaines à l'entraînement. Ça ne marche pas, ou alors ça va marcher, mais pas tout le temps. Donc lucide. Accepter aussi d'avoir eu des pensées, accepter d'avoir stressé un petit peu, accepter l'enjeu de cette pénalité et accepter ce rôle que j'ai et les responsabilités que j'ai sur les épaules. J'ai envie d'appliquer la même logique avec cette ferveur populaire. Ce même public aura peut-être un rôle très important vis-à-vis de l'arbitre. Comme nous avons pu le voir ces derniers temps, c'est peut-être malheureux, mais le public est capable d'exercer une grosse pression sur les arbitres, notamment au moment des arbitrages vidéo. Je pense sincèrement que les arbitres sont impartiaux.
Aucun d'entre eux ne se dit je vais arbitrer pour telle ou telle équipe et je vais faire perdre la France parce que je suis anglo-saxon. Ce sont des professionnels. En revanche, une action déloyale, un en avant, un pied en touche que l'arbitre ne voit pas, la foule se mettra à gronder. L'arbitre, il ne pourra pas ne pas y prêter attention. Il va savoir qu'il s'est passé quelque chose. Il sera donc quasiment dans l'obligation de consulter ses assesseurs et l'arbitrage vidéo. Il est certain que le public mettra une grosse pression sur les arbitres en faveur de la France. Un avantage ? Je le pense sincèrement. Car tout le monde est humain et aucun membre du corps arbitral ne souhaite faire la même erreur que Wayne Barnes lors d'Irlande-France. Le public sera chaud bouillant, c'est certain. En faisant du bruit, tu perturbes la communication adverse et surtout, tu pousses tes joueurs à te dépasser, à donner le meilleur. Sentir qu'il y a 50 000 personnes avec toi qui poussent un gros « ouh » à chaque prise de balle, qui hurlent lorsque tu franchis, j'imagine certainement que ça te motive et que ça te donne des ailes, ça te pousse à te dépasser. La seule chose, si la France arrive en finale, messieurs les commentateurs, et qu'elle gagne, si vous m'entendez, je vous en conjure, laissez-nous profiter du moment de communion qu'il y aura dans le stade entre les joueurs et le public. Lors du Grand Chelem 2022, ça a été ma plus grande frustration. L'ambiance avait l'air extraordinaire, les images magnifiques, un sentiment de joie et de bonheur avec la musique à fond dans le stade et cette équipe qui nous fait vibrer. Et là, vous parliez sur ces moments-là. Laissez-nous 2 minutes juste kiffer, avoir les yeux dans le vide et rêver en regardant. On n'a pas la chance d'être au stade, laissez-nous en profiter. Le groupe. C'est la première fois depuis longtemps que nous avons un effectif si riche. Pardon, je ne pense pas que c'est la première fois que nous avons un effectif si riche, mais plutôt que c'est la première fois que nous avons des joueurs qui appartiennent à un groupe et qui sont gérés en tant que tels. Il y a cette hiérarchie qui est établie et qui peut être modifiée, mais n'est pas en remise en cause après chaque match. Je m'explique. Durant les précédents mandats, si nous demandions quels étaient les joueurs qui composaient la charnière de l'équipe de France, il y avait une multitude de joueurs et une multitude de réponses. Leur performance sur un match semblait être le baromètre de leur intégration ou non au groupe sur le prochain match. Ceci peut être une politique et une façon de manager, chaque entraîneur a ses méthodes. Mais imaginez-vous la pression que les joueurs devaient se mettre. Comment s'investir dans un projet si tu ne sais pas si tu seras convoqué la prochaine fois à Marcoussis? Tu viens, tu donnes le meilleur, mais tu ne t'appropries pas le projet, les ressources. Je pense que psychologiquement, c'est quelque chose de difficile de se dire que tu n'es sûr de rien. Évidemment, à ce niveau-là, tes performances sont scrutées et tu es remis en question. C'est une sélection, il faut que tu restes à ton meilleur niveau. Mais une contre-performance doit-elle tout remettre en question? Prenons l'exemple de Mathieu Bastaro. C'est un joueur extraordinaire qui a beaucoup fait parler. Passons sur ses performances car cela mériterait plus que 30 secondes dans une vidéo. Il a porté à 47 reprises le maillot de l'équipe de France et 3 fois en tant que capitaine. Lorsqu'il n'a pas été retenu pour la Coupe du Monde 2019 par Brunel, il n'a même pas eu un coup de téléphone du sélectionneur. Même s'il peut exister des tensions entre joueurs et entraîneurs ou qu'il ne répond pas aux exigences pour le projet de jeu de la France, je pense qu'un joueur emblématique comme Mathieu aurait mérité un peu plus de considération. Imaginez-vous l'image que les joueurs devaient avoir du 15 de France. Basta avait joué 4 des 5 rencontres du tournoi Destination en tant que titulaire et pouf, il apprend dans la presse qu'il n'est pas convoqué pour la Coupe du Monde 4 mois plus tard. Oh, sérieusement, c'est un manque de respect. Je pense que le staff des Bleus a fait un énorme travail pour investir un groupe autour d'un projet et que les joueurs s'approprient le projet. Ils sont acteurs au sein de leur projet. Les joueurs savent qu'ils appartiennent au projet et qu'ils seront des fois hors groupe ou dedans. Mais le plus important, c'est qu'ils œuvrent pour le projet des Bleus. Imaginez-vous à l'heure actuelle, nous avons le choix pour commencer les matchs entre Movaca et Marchand au talon. À l'aile, nous avons Dumortier, Moefana, Penaud et Villiers. Excusez-moi, mais vous mettez qui hors groupe là? La largesse de l'effectif du 15 de France est un sacré atout. Pour aller au bout d'une compétition, tu es dans l'obligation d'avoir un groupe et non un 15 de départ. Les matchs vont se succéder avec une intensité croissante. La fatigue, les blessures, l'effet de jeu. Lors de la dernière Coupe du Monde, les Springboks avaient une équipe tellement solide que tu ne savais pas si la première ligne qui rentrait était remplaçante ou titulaire. Le meilleur talonneur du monde, Malcolm Marx, était remplaçant. Eh bien, je pense qu'en France, nous avons maintenant ce potentiel de joueurs qui ont un vécu international et qui savent que même s'ils sont hors groupe, ils peuvent rentrer à tout moment dans la compétition. Et ils sont préparés pour ça. Au niveau de la formation, on entend souvent que le plus important est de participer et former les joueurs, que le résultat n'est pas important. Je ne suis pas totalement d'accord. En fait, pas du tout. La formation reste la priorité, mais apprendre à gagner, développer cet état d'esprit de compétiteur doit faire partie intégrante de la formation. Bon, sur des joueurs professionnels, je ne vous fais pas de dessin. La gagne est indispensable car c'est leur travail. Mais cet état d'esprit se cultive et les joueurs ont, de par leur vécu en club et en sélection, développé cette culture de la gagne. Pour une grande partie du 15 de France,
Ils gagnent des titres, que ce soit le Brennus, la Champions Cup ou le tournoi Destination. Ils partagent ce vécu commun qui leur permet d'avoir des certitudes. Quand je dis des certitudes, c'est qu'à un moment, quand tu vas rentrer sur le terrain, pour un match à élimination directe, il faut être capable de gérer ses émotions, la pression pour sortir ta performance la plus complète possible. Et ces joueurs, je pense qu'ils les ont, ces certitudes. Je ne suis pas sûr que Antoine Dupont et ses coéquipiers soient impressionnés ou tétanisés à l'idée de jouer une finale. Ils l'ont vécu à plusieurs reprises. Et cette culture de la gagne, elle est présente chez eux. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant, mais peut-être pas de la même manière. Prenons l'exemple de la charnière Parra-Lopez. Ils ont joué un paquet de finales avec l'ASM, mais malheureusement avec beaucoup de défaites. Eh bien, je pense qu'involontairement, à ce moment, tu développes une forme d'appréhension, de cercle dans lequel tu t'enfermes avant de jouer les finales où tu n'es pas serein. Évidemment, à mon avis, le travail de préparation mentale et de conditionnement mental, dans cet état d'esprit, il y est pour quelque chose. Tu parles de la culture de la gagne, alors sans ramener la couverture au Stade Toulousain, cette culture de la gagne, elle est au club. Il suffit de regarder les résultats, elle est un petit peu à toutes les strates, même s'il y a des années, il y a des creux, puis il y a d'autres clubs, et heureusement en France, qui gagnent aussi. Mais c'est évidemment quelque chose d'essentiel, qui se transmet, qui se construit. Il ne s'agit pas simplement d'un état d'esprit, surtout pas. C'est aussi des compétences. La culture de la gagne se construit par les compétences. Si je veux gagner, il faut que je sois capable de gagner. Et je ne parle pas simplement, puisque je suis là en tant que préparateur mental, des compétences techniques. Je parle de toutes les compétences mentales, psychologiques. On peut parler de confiance en soi, la capacité individuelle et collective à faire reposer sa confiance sur des éléments pertinents, qui ne sont justement pas que la gagne et la victoire, mais tout le travail, l'investissement, les progrès objectifs réalisés pour en arriver là. Ça, c'est très important. La capacité à gérer le stress, la pression, les émotions, encore une fois, de manière individuelle, ça c'est essentiel. La capacité à gérer les erreurs, la capacité à préparer un match, individuellement, bien sûr, mais collectivement aussi, toujours pareil. Comment j'anticipe, comment je prépare, dans quel état d'esprit, dans quelle approche mentale je suis pour ce match, comment je construis ma routine pour être prêt dès le début du match, que je sois titulaire ou que je sois remplaçant, etc., etc. Tout ça se travaille, tout ça s'apprend, tout ça se construit et permet d'aller jusqu'à la gagne. Parce que sinon, ce serait trop facile. On crée une culture de la gagne, on gagne, mais le jour où on perd, que reste-t-il? On va maintenant parler des facteurs qui sont pour moi des facteurs de risque que la France va devoir gérer. Une chose est certaine, c'est qu'ils ont l'adhésion du public. Et je dirais même plus, l'adhésion de la population française dans son ensemble. J'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, de travailler avec les pros du stade à l'analyse vidéo sous l'ère Guazzini et de faire des matchs au Stade de France. Il y avait des shows de motocross avant, les filles du Crazy Horse, c'était extraordinaire. Je suis donc allé quelques fois au Stade de France et je connais un peu ce stade. Je ne l'aime pas. Il y a une piste d'athlétisme autour du terrain, ce qui met de la distance entre le terrain et le public. Tu es loin. La distance entre les tribunes est grande. J'ai toujours considéré que c'était un stade mort pour l'ambiance. Déjà, le public rugby n'est pas comme le public foot, avec des chants pendant 80 minutes, des fumigènes, etc. Mais quand on s'est habitué à une France qui te fait pas rêver, tu vas voir le match juste pour le voir, pas pour mettre le feu. Jusqu'à ce tournoi Destination 2022 et ce grand chelem. De ma télé, j'ai vu l'ambiance dans le stade et je n'avais jamais vu ça. Moi qui n'ai jamais hurlé devant ma télé, je suis debout à chaque franchissement des mecs, je suis en train de gueuler à chaque essai avec mes enfants qui comprennent pas pourquoi je crie devant un écran. Alors ils se mettent à crier aussi, c'est assez drôle. Le public en feu après le grand chelem, c'est énorme. Comme je le disais dans une précédente vidéo, ils ont su gagner nos cœurs et nous les soutenons dans la victoire ou la défaite. Mais je pense que c'est à double tranchant. Les attentes autour de notre 15 de France vont être énormes à la Coupe du Monde. Chacune des performances vont être analysées dans la presse. Les joueurs vont être sous le feu des projecteurs, encensés, critiqués. Un simple en avant sur un ballon haut ou une pénalité ratée pouvant devenir un drame national. Dès que les joueurs vont sortir dans la rue, ils vont avoir le droit à une ferveur populaire. Mais cela ajoute de la pression, je pense. Beaucoup de pression. Alors comment peut-on se préparer à vivre une aventure aussi intense qu'une Coupe du Monde à domicile qui va durer 4 mois? Je pense que les hypnothérapeutes et la préparation mentale de la France aura un rôle prépondérant dans la gestion du stress et leur performance. Mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Le dernier facteur de risque pour la France est le caractère aléatoire et imprévisible d'un match. Comme le dit Fabien, il travaille souvent sur des scénarios de match. Eh bien on ne prévoit jamais ce qu'il peut se passer. Dupont qui prend un carton rouge, Ntamak se fait les croisés et Danty prend une commotion. Comment on se réajuste, comment on se réorganise? La polyvalence des joueurs dans les compositions de Galtier a un caractère très important, et ce sont des paramètres maîtrisables jusqu'à un certain point. Imaginez-vous en quart contre l'Irlande. Pas de chance, dérèglement climatique, il pleut à grosses gouttes, il ne va pas y avoir de grandes envolées contre les Irishman.
Au bout de 30 minutes, Marchand se fait les croisés. Allez Movaka, vas-y, il va falloir que tu serres les dents. Le match va être long. Essaie de pas trop te consommer sur les phases de combat. Il rentre et hop, on a un Van der Fleer qui vient sur un ruck et Movaka prend un carton rouge. Car l'autre lui a présenté son manteau. Comment tu fais? Il y a tous ces paramètres, ces faits de jeu qui ne sont pas maîtrisables. Tu vas tenter de les prévoir avec les joueurs, d'en parler, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Et là maintenant, quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Irlande, à 40 minutes de la fin, tu n'as plus de talons. Et l'enchaînement de matchs à haute intensité, les blessures, les décisions d'arbitrage. Gagner une Coupe du Monde, c'est un parcours du combattant. Et le dernier élément qui sera très compliqué à gérer sera le passage de ces quarts de finale. En effet, il va falloir sortir des phases de poule et rien n'est jamais joué d'avance, on le sait. Mais une fois sorti, en quart de finale, tu prends l'Afrique du Sud, championne du monde, ou l'Irlande, numéro 1 du classement IRB. La pression de ce match sera énorme, car sortir en quart de finale de la Coupe du Monde pour chacune de ces équipes sera une grosse désillusion. Ils l'ont déjà dans un coin de la tête. Mais après une grosse performance, comment tu te remets la tête à l'endroit pour être concentré sur la prochaine? À chaque fois que nous avons battu les All Blacks en match éliminatoire de Coupe du Monde, nous avons perdu derrière, il me semble. Alors comment on gère ça? C'est comme La Rochelle, ils ont gagné la Champions Cup en 2022 et après le titre de la Champions Cup, pouf, ils sont effondrés en top 14. C'est très rare les équipes qui arrivent à maintenir un degré d'exigence après une performance. Alors oui, la France, évidemment qu'elle peut gagner la Coupe du Monde. En revanche, il n'y a rien qui est fait. Un match, ça reste un match. Vous imaginez, si on tape l'Irlande ou l'Afrique du Sud en quart de finale, derrière, il reste 2 autres matchs, sachant qu'on va quand même être pas mal mâché. Mais je pense qu'on a vraiment toutes les cartes pour le faire. Après, un tournoi, ça reste un tournoi. Mais il y a quand même une chose, c'est que là, on est sûr de nos forces. Et malheur à ceux qui vont critiquer la France, parce qu'on sait tous qu'ils vont donner le meilleur de ce qu'ils peuvent. Qu'on se fasse éliminer en quart, en demi, en finale, ou qu'on passe pas les phases de poule, on va pas se leurrer. Ça fait quand même 4 ans qu'ils nous font rêver, les Bleus, et on pourra pas leur en vouloir. On sait qu'ils sont professionnels de A à Z. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner parce que là, les vidéos, elles vont s'enchaîner assez rapidement. Si tu veux retrouver l'interview de Olivier Leprêtre en entier, je t'invite à souscrire à l'espace membre de la chaîne. Tu vas voir, il y a pas mal de documents en plus pour ceux qui s'intéressent beaucoup au rugby et qui veulent avoir des infos en plus. Et on se revoit bientôt. Allez, topette!